j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un troisième essai pour notre live avec Camille. Je suis sûre qu'on va y arriver. On va y arriver. On est des warriors. Camille, du coup, à nous rejoindre parce que quand même, je vais pas y arriver à le faire tout seul. Oui, C'est bon? merci. Il y a Pas eu que un miracle. bah, karma qui s'abat sur moi en ce moment. Je Ah pense bah, il n'y a pas de souci. Bah, bon, j'espère que tu vas bien. Du coup, les personnes qui sont là ont déjà vu mon speech plein de fois. ah mince. Mais moi, je l'ai pas vu. Pas bien. Bah, du coup, je vais refaire vite fait mon petit speech après les trois essais. Et comme ça, je t'introduirai de manière élégante et classe et distinguée. Donc, du coup, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Ce soir, on est en live du coup avec Camille de Events et on va parler des sommets virtuels. Alors, Camille en parlera mieux que moi, mais d'abord, je vais la laisser se présenter comme ça, tout le monde aura un petit aperçu de Camille. Oui, bonjour Et tout ce le qu'elle monde. fait. Je m'appelle Camille, j'ai une entreprise qui s'appelle Events. Je suis chef de projet événementiel depuis 10 ans et j'ai une entreprise du coup qui accompagne les entrepreneurs et éventuellement les associations dans l'organisation de leurs événements digitaux et de leurs sommets virtuels. Donc ce sont des événements en ligne. Il y a plusieurs, on en parlera, mais il y a plusieurs formats. Ça peut être un jour, une semaine, etc. Qui sont des vidéos préenregistrées ou live. Moi, je préfère le live et on en parlera aussi. Ça fait partie des débats chauds du sujet. Et voilà. Et pour moi, c'est ma mission, c'est vraiment de démocratiser l'événementiel parce qu'une des raisons euh, une des fausses croyances plutôt que j'essaye de déconstruire, c'est que l'événementiel, ce n'est que pour les grosses organisations ou les grosses entreprises ou les grosses associations. Un événement peut être très bien réussi avec un petit budget et 30 personnes. Il suffit de se fixer les bons objectifs et se donner les bons moyens pour y arriver. Et ça n'a pas besoin d'être... En fait, quand on pense événement, on pense tout de suite à des événements incroyables, des dîners de gala incroyables, des salons comme le salon de l'agriculture, des choses comme ça. On ne pense pas petit événement, alors tout à fait possible. On peut avoir les mêmes résultats à une autre échelle, bien sûr, mais voilà. Donc mon but, c'est vraiment de plus parler de l'événementiel pour les petites structures et de montrer que c'est possible de le faire et que c'est pas parce qu'on n'est pas une grande organisation qu'on ne peut pas le faire. Voilà, c'était un peu long comme intro, mais Bravo. Non. Bah, du coup, je vais expliquer aussi un peu pourquoi j'ai voulu inviter Camille ce soir. C'est surtout parce que moi, en tant que personne qui travaille du coup pour les associations, parce que je suis community manager pour les associations, notamment, en tout cas, c'est ma spécialité. Justement, en fait, j'ai invité Camille parce que tout ce qui est sommet événementiel, je trouve que c'est vraiment un très bon point pour votre association, si jamais vous voulez en tout cas en organiser un, parce que justement, c'est, alors on va bien sûr développer un petit peu plus, mais c'est justement un bon point de visibilité parce que vous vous entourez d'experts dans votre domaine, parce que quand vous êtes une association, vous êtes expert dans votre domaine. Moi, je dis toujours que il y a des associations, par exemple, qui sont sur l'histoire, parce que j'en fais partie d'une, et s'il y a des personnes qui sont intéressées par l'histoire, elles vont venir vous voir vous, même si vous êtes ni prof, ni archiviste, ni documentaliste, etc., etc., et que vous êtes du coup une référence, et avoir justement cette possibilité de faire ça à l'échelle nationale, ça peut être aussi très intéressant. Parce que localement, des fois, on est vite un petit peu étriqué, parce que dans notre domaine, on n'a peut-être pas forcément des experts autour de nous qui peuvent nous soutenir ou en tout cas être partenaires et partager notre passion, mais aussi de manière nationale, avoir une échelle nationale, ça peut vous permettre d'avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre association, soit par des dons, soit par des adhésions, soit par exemple, participer à des offres que vous proposez, type des cours, etc. Tout simplement parce que, ben, par exemple, toujours mon exemple d'histoire, nous, on a une association de reconstitution historique à peu près par région, donc c'est très intéressant de se mettre ensemble pour que justement les uns aient chez les uns et puis les autres chez les autres, tout exact. bêtement. Donc du coup, je vais te laisser développer un petit peu, donc comme tu as développé ce que c'était un sommet du coup virtuel, est-ce que tu pourrais aussi développer légèrement, on va dire, un deux ou trois grands types de sommets virtuels pour qu'on soit un peu clair? Oui, alors je dis souvent, mais j'ai souvent un peu de mal. J'utilise le terme sommet virtuel parce qu'il est beaucoup utilisé dans ce domaine, et moi j'ai un peu de mal avec ça parce que D'accord. c'est aussi gros projet, etc. Et c'est quelque chose qui fait peur. Un sommet virtuel, c'est un événement digital. Il n'y a pas de voilà. Les événements digitaux peuvent avoir plein de formats différents, comme les événements en présentiel. C'est selon ces objectifs qu'on choisit si on veut faire un événement sur plusieurs jours, sur un week-end,
pendant un mois. Enfin, un mois, c'est peut-être un peu long, mais ça arrive que ça soit par exemple sous format festival, tu sais, avec Oui, tous les 2 jours, des choses comme ça. Ça peut être très étendu dans le temps, comme ça peut être très regroupé dans le temps, pardon. Euh, Ça peut être en direct ou en préenregistré. Alors, encore une fois, moi, le direct a beaucoup plus de valeur parce que c'est quand même un événement. On n'est pas sur YouTube où tout est préenregistré, en fait. Le direct a beaucoup plus de valeur parce que c'est spontané, parce qu'il oui, peut se passer des choses qui font que ça donne beaucoup plus de réalité. Et le direct a beaucoup plus de valeur parce qu'on peut échanger en direct. Comme là, on est en direct sur Instagram, et exactement. on pouvoir nous poser des questions. Ils ne pourraient pas le faire si on avait préenregistré une vidéo et qu'on l'avait posté. Alors, ils peuvent les poster et on répondra après. Il n'y a pas cet échange. Et ça, c'est vraiment le pouvoir des événements, c'est l'échange. C'est l'échange. Alors après, il y a toute cette partie corporée ou non, mais on dit le networking, le réseautage, mais en fait, c'est la possibilité de rencontrer des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous, par exemple, en association historique. Ça peut être des gens qui partagent les mêmes intérêts, mais qui habitent à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Et ça, c'est vraiment le pouvoir des événements digitaux par rapport aux événements en présentiel. C'est qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de distance. Et ça a un grand pouvoir et ça permet vraiment de rapprocher des gens. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert pendant la pandémie parce qu'on est tous coincés. Et on a vraiment découvert le pouvoir du virtuel et il y a plein d'industries qui ont été sauvées à cause de ça et notamment l'événementiel. Il y a beaucoup de gens qui se sont rabattus sur le virtuel, parfois avec beaucoup de mal et en y allant à reculons. Mais les entreprises qui ne l'ont pas fait, les entreprises, les organisations qui ne l'ont pas fait, qui ne sont pas en fait dans la transformation digitale, se mordent les doigts aujourd'hui parce qu'on a tous pris des nouvelles habitudes, on le sait. Toutes les personnes qui nous regardent, on a forcément pris des nouvelles habitudes par rapport au digital. Et en fait, ça ne veut pas dire, on a tendance à cannibaliser un peu le digital en disant, ça y est, il y a plus de réalité, on est tous coincés derrière nos écrans, tout ça. Et, euh, et en fait, je suis pas d'accord avec ça parce que ça veut pas dire que on est moins dans le réel, ça veut dire que le réel a plus de valeur, qu'il est plus précieux, qu'il y aura peut-être moins d'événements présentiels, mais qui seront encore plus précieux. Mais il faut vraiment voir les opportunités que le digital apporte, et c'est vraiment la collaboration, les rencontres, les échanges avec des gens auxquels on n'aurait peut-être plus jamais parlé dans notre vie. Et je parle beaucoup, hein, arrête, mais Non, c'est normal. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Ah, mince. Oui, tu m'entends? ouais, c'est bon. Ok. Excuse-moi. Je- euh, j'ai perdu mon fil. Oui, non, quelque chose que je voulais dire qui m'a, moi, beaucoup marqué, et c'était pas pendant un événement, mais c'est similaire, c'est que j'ai changé sur une plateforme avec quelqu'un pour un problème technique sur une des plateformes que j'utilise, et je parlais en anglais, et il y a quelqu'un qui m'a répondu en espagnol. Bon, je parle pas un mot d'espagnol. Et en fait, D'accord. je crois que c'était dans un groupe Facebook, et en fait, le Facebook te permet de traduire les commentaires des gens. Et en fait, Mhm. j'ai toute une discussion avec quelqu'un on parlait pas la même langue, il parlait pas anglais, je parlais pas espagnol, et on a eu toute une discussion grâce à la technologie en fait. Et ça, enfin moi, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. Bien sûr, comme tout, il y a des gens qui vont l'utiliser à mauvais escient, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment voir les possibilités que ça donne. Et dans l'événementiel, ça donne beaucoup de possibilités de fédérer des communautés, de donner énormément de visibilité à son projet, beaucoup de crédibilité aussi, parce que comme tu le dis, en fait, en se mettant à la place de l'organisateur, même si on n'est pas prof, même si on n'a pas un doctorat, enfin, même si on n'a pas forcément une légitimité euh, écrite, j'ai envie de dire, voilà, enfin, savante, ou Diplômé, oui. même si on Oui. est intéressé, on peut totalement créer des projets et ça nous hisse directement au rang d'experts ou, enfin, en tout cas, d'autorité dans ce domaine. Voilà un peu pourquoi je fais des événements digitaux parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et je vois des transformations chez tous mes clients et chez toutes les personnes que j'accompagne. Et voilà, donc c'est sûr que c'est des gros projets.
J'ai une cliente aujourd'hui qui m'a dit que c'était vraiment une montagne russe d'émotions parce que voilà, on sort de son confort, on se met en avant aussi, on se met en avant, euh, mais on en sort vraiment grandi. Donc voilà, je peux que le conseiller. Bah, tout à fait, tu as tout à fait raison. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'on a pris des nouvelles habitudes Mm, depuis la pandémie. C'est valable du coup dans tout ce qui nous entoure, donc aussi dans l'associatif. S'il faut penser, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas sur le web et c'est tout à fait normal et il n'y a aucun souci à ça. La plupart des choses que je vois chez mes clients, en tout cas chez les associations que je suis, c'est que vous êtes à fond dans vos projets, dans votre cause et c'est ça le mieux. Mais justement, vous délaissez la communication. Et c'est très compliqué parce que si vous n'avez pas de communication maintenant sur le web, en tout cas, pour en tout cas attirer des nouveaux publics, c'est plus complexe. J'ai beaucoup d'associations aussi que j'accompagne dans le fait d'avoir des projets, notamment des levées de fonds privés, publics ou privés, des subventions, en tout cas des fonds privés. Et si vous n'avez pas de visibilité, c'est quand même beaucoup plus ouais. compliqué maintenant. Et c'est quand même, on va dire, quelque chose qui est de plus en plus répandu. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont vouloir vous voir en présentiel dans vos événements et bien sûr, il y aura des événements qu'on ne pourra pas digitaliser ou peu Ouais, digitaliser. Je pense toujours à mon association de reconstitution historique. Nous, on ouais, fait visiter du coup, un ouvrage militaire et donc forcément, bah, on peut pas le faire, enfin, on peut le faire en live, mais ça n'a pas la même valeur. En tout cas, c'est pas la même expérience totalement. Et c'est pour ça que je vous conseille, et du coup, bah, tu vas, je pense, plus soyer ce que je dis, de faire des événements en live, en tout cas sur Internet, pour dynamiser votre compte ou en tout cas votre organisme toute l'année. Ça peut être des petites choses, comme tu as dit, par exemple ce live, voilà, tout bêtement, mais ça peut être aussi des plus grands, enfin voilà, des plus grands événements comme un sommet, donc c'est-à-dire sur une semaine, etc. Et donc pour les organiser, c'est peut-être plus compliqué, mais après, en fonction de vos objectifs, ça va vous rapporter différentes choses par la suite, mais ça peut être quand même très intéressant de se dire sur plusieurs semaines, on va faire quelque chose ensemble, quelque chose qui va du coup être sur le web. Je parle de ça notamment, alors je parle beaucoup, désolé, mais parce que moi, par exemple, je fais des formations du coup via le web pour les associations. Et justement, ben, s'il n'y avait pas eu ces outils, même s'il n'y avait pas eu juste bêtement Zoom, on n'aurait pas pu faire ce genre de choses. Et je sais que la technique fait peur. Je pense que tu as beaucoup de clients aussi dont la technique, tout ce qui est logiciel, ça fait peur. mm. Donc, vas-y. Mais alors, moi, ce que je conseille là-dessus, c'est d'utiliser en fait les outils qu'on a déjà. Alors, pour les associations, c'est peut-être un peu différent, mais ou en tout cas, celles qui sont pas lancées sur le digital. Mais quand on est déjà lancé sur le digital, on a déjà un site internet. On a déjà, là, je parle vraiment de la base en général, un site internet, une présence sur les réseaux sociaux, au moins sur un, et un outil pour envoyer des mails. En général, on a au moins à peu près ça. Il ne faut pas beaucoup plus pour faire un événement digital et on ne s'en rend pas forcément compte. Parce qu'on peut faire une page d'inscription et diffuser l'événement sur son site internet. C'est bon. On peut envoyer des mails avec son outil d'emailing, donc ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre comme outil? Site internet, Le réseau email, social. réseaux Le réseau sociaux. social, On enfin, oui. prend la communication sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il faut en plus, c'est effectivement un outil pour capturer la vidéo. Donc ça, il y a des choses, moi je conseille un outil qui s'appelle StreamYard, qui n'est pas encore très connu, qui est un compétiteur de Zoom, mais que je recommande vraiment, vraiment, parce qu'il n'est pas du tout cher, il est très facile à prendre en main. J'ai des D'accord. tutos, etc. C'est facile de s'en servir. Et ça, on le diffuse, donc on se sert de ça un peu comme un studio virtuel. Ça, on le diffuse vers YouTube, qui est donc gratuit, et qu'en général on a, ou on crée une chaîne, c'est pas très compliqué, surtout c'est gratuit. Et ensuite, soit on diffuse sur YouTube, ou on intègre YouTube sur son site internet, et c'est tout. Et c'est tout parce que après, si on veut vendre des choses derrière, ben, on met des choses en place avec éventuellement des outils d'hébergement, de formation, des choses comme ça. Après, les associations, c'est différent, mais c'est pas, ça demande pas beaucoup d'outils et ça demande pas beaucoup de budget. Il Pas du tout. faut connecter les points, quoi. Il faut connecter son site internet à son site d'emailing, il faut faire sa promotion, renvoyer vers son site internet. Et quand tu fais l'événement, tu es sur ton studio digital, tu renvoies vers YouTube, tu envoies le lien aux gens, et voilà. C'est pas. Alors, bien sûr qu'il y a 1000 outils différents qu'on peut utiliser pour pimper le truc à fond. On peut avoir des outils de sondage, on peut avoir des comptes à rebours, on peut avoir des trucs, mais c'est absolument pas nécessaire.
c'est que du bonus et c'est souvent un peu du superflu. Donc, si on veut aller à l'essentiel, il ne faut pas compliquer le truc. Le plus important, c'est le contenu. Le Mais format, tout c'est à fait. important. Le plus important, c'est le contenu. Et donc, les associations qui sont vraiment passionnées par leur sujet, etc., elles ont le contenu. Donc, c'est vraiment comment on va se servir de ces outils et de ce format pour favoriser les échanges, favoriser la collaboration. Et voilà, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je sais que ça a l'air compliqué. Et je ne peux pas pour rendre ça plus facilement assimilable. Mais tout à fait. Et en plus, on pense beaucoup, et je sais que je vois souvent ça aussi, à faire des beaux PowerPoint, etc., à faire des beaux tunnels de vente, du coup, par la suite. Mais quand on est une association, qu'on parle d'ailleurs de tunnels de vente, en général, on parle plutôt de tunnels de dons. Et Ouais. juste, typiquement, un PayPal, en fait, juste un lien PayPal que vous créez, c'est facile, c'est rapide, c'est gratuit. Il faut juste une adresse mail. Mm, Je vous conseille quand même de mettre une adresse mail propre à votre association, bien mm, sûr. Mais sinon, voilà, juste un lien PayPal, ça suffit largement et amplement. Et niveau, en tout cas, visuel, donc ce que vous allez apporter en vidéo, juste vous, en fait, vous n'avez pas besoin de faire un PowerPoint. Techniquement, vous avez déjà toutes les connaissances. Si ça vous rassure, faites un brouillon, il n'y a pas de problème. Mais vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire enfin, faire un événement digital. C'est juste qu'il faut trouver en fait le thème qui peut attirer votre audience et votre communauté à échanger avec du coup d'autres audiences et d'autres communautés en même temps. Et moi personnellement, ce que je recommande comme outil, parce que si jamais, c'est les groupes Facebook, parce que dans les groupes Facebook, on peut aussi faire des lives et je trouve ça très intéressant aussi, parce qu'il y a cet aspect communauté ouais. qui peut être aussi intéressant à développer. Alors bien sûr, ça, du coup, ça demande aussi d'autres, on va dire, d'autres mises en place niveau communication, puisqu'il faut alimenter la communauté en général tous les jours, par exemple, si ça dure une semaine. Mais justement, c'est très intéressant pour les personnes qui ont envie aussi d'aller directement parler avec leur audience et l'audience des autres personnes aussi en même temps, Ouais, des autres exactement. experts. Mm, mm. Oui, non, mais c'est vrai que les groupes Facebook, c'est une bonne idée, surtout dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, StreamYard permet de diffuser un peu où on veut, dont dans les groupes Facebook. Donc effectivement, si on a déjà une communauté active ou si on souhaite créer une communauté, ça c'est une objection qui revient souvent aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent je suis pas prête à lancer mon événement parce que j'ai pas encore de communauté. Mm. Et je désespère, en fait, c'est en faisant un événement qu'on crée une communauté quand on n'en a pas encore. Et je sais que ça peut paraître impressionnant, et c'est on fédère les gens autour d'un sujet qui les intéresse en commun. Et on crée cette énergie, en fait, une énergie qui se dégage des événements, même virtuels. Oui, C'est ça qui fait toute l'effervescence en fait des événements parce que il y a plusieurs intervenants, il y a vous, il y a vos collègues, il y a toute la communauté autour de ce sujet, il y a éventuellement des partenaires et en fait ça devient un projet qui est porté par 4-5 parties différentes et on monte très très vite dans les tours comme on n'a pas de frontières comme on l'a dit, on peut vite atteindre des milliers de participants et, et c'est difficile à décrire mais quand on voit quand le chat d'un événement est très engagé, quand on voit oui. plein de commentaires, quand on voit plein d'emojis, quand on voit les gens réagir, honnêtement, tu te sens comme si tu étais en présentiel et que les gens applaudissaient, et alors que tu es tout seul derrière ton ordinateur, et ça paraît difficile à croire, mais c'est vrai. Donc, on peut tout à fait retranscrire, au moins en partie, cette énergie dans les événements digitaux. Mais tellement, c'est ce que je ressens. Moi, je fais personnellement des lives seuls et des lives du coup Mm. avec des invités et c'est pas du tout la même énergie qui en dégage. Alors, bien sûr, on va dire qu'ils n'ont pas le même objectif à chaque fois, mais c'est sûr que quand on est deux ou plusieurs, c'est quand même beaucoup plus simple on va dire, d'avoir cette énergie, ce flow parce que Ouais, justement, on a une autre personne face à nous et qui justement est d'accord avec nos valeurs et qui justement veut en parler avec nous ce soir, par exemple, ou plus tard. Voilà. dans la discussion, c'est un échange spontané et c'est pas surfait, c'est pas un film, c'est pas une pub, on est dans un échange authentique et je pense que l'authenticité a encore plus sa place aujourd'hui, c'est de plus en plus apprécié. C'est d'ailleurs ce que je parlais avec quelqu'un que j'ai reçu, d'ailleurs spoiler, backstage. J'ai aussi appelé quelqu'un pour faire un live du coup avec moi et on a parlé aujourd'hui au fait du fait de ne pas prévoir, en tout cas pas beaucoup anticiper le live, pas avoir des questions fixes, etc. Ouais, Parce que justement il y a cette spontanéité. Effectivement, on va peut-être pas parler de choses qu'on aurait pensé au début, mais c'est pas grave, c'est ça aussi qui rend la chose interactive et très intéressante du coup. exactement. Mm. Et effectivement, comme tu le dis, ça veut pas dire que, par exemple, nous, on s'est appelé
avant de faire ce live aussi, juste parce que moi, le monde associatif, je le connais pas trop. Toi, tu le connais bien, donc on s'est mis d'accord sur un peu les sujets abordés, les choses comme ça. Mais enfin, moi, là, j'ai aucune note. Enfin, on en parle spontanément et voilà. Et ça se prépare quand même. Un événement, ça se prépare. On a une ligne directrice. On crée un programme qui sera adapté aux besoins et aux envies des participants. Donc, selon les disponibilités des intervenants, ça se prépare. Mais après, ça découle tout seul, en fait, surtout quand c'est bien préparé. Ça, voilà. Et on a nos questions de secours éventuellement. Mais ouais, c'est très authentique, c'est très vrai. D'ailleurs, en parlant de préparation, tu as des conseils à nous donner, notamment vraiment dans les premières choses à faire, parce qu'en général, on ne sait pas par quoi, enfin, vers quoi aller, par où Ouais. partir. Et ben, tout bêtement, ça paraît logique, mais vraiment la stratégie, en fait, on se lance, la plupart, quand les gens disent, ça y est, j'ai mes intervenants, je lance mon événement, et je leur dis, mais t'as pensé d'abord? Enfin, est-ce que tes intervenants, tu les as choisis stratégiquement? Enfin, il y a plein de choses, en fait, des choix qui sont pas aussi évidents qu'on pourrait le penser, et les intervenants sont loin d'être la première chose qu'on doit faire. Il y a vraiment toute une partie stratégique. On doit vraiment, pour que le reste découle et s'organise bien, on doit vraiment se poser la question de pourquoi on fait un événement, déjà, pour qui on le fait, quels sont les objectifs, comment est-ce qu'on va mesurer le succès. Toutes ces questions-là, elles sont légitimes et il faut vraiment prendre le temps de se poser et de réfléchir à ça. Parce que si on n'est pas aligné avec ces objectifs, on va faire quelque chose qui n'est pas du tout aligné, justement. Et c'est important de commencer par ça et ensuite on peut se poser un peu sur toute la partie organisationnelle, donc aller chercher enfin, créer un programme, aller chercher des intervenants, etc. Mais vraiment, j'insiste beaucoup sur la stratégie. J'ai une formation en ligne pour créer ces événements digitaux et elle n'est pas très longue, mais je crois que j'ai 8 modules. Et le premier module, c'est sur la stratégie, c'est le plus long. Et Ah ouais. je me suis rendu compte après, tu vois, mais c'est le plus long, c'est là où il y a le plus d'outils, etc. Mais parce que c'est la fondation, c'est comme tout. C'est comme quand tu crées une entreprise, quand tu crées une association, et tu as vraiment besoin d'avoir des fondations solides pour que le reste en découle et soit logique et que ça soit facile, comme pour tout le monde, en fait, pour les intervenants, pour les participants, il faut que tout soit aligné et ça se prépare. Ça se prépare. D'ailleurs, ce que je dis toujours, c'est la stratégie, c'est un grand mot, mais parce que notamment les associations qui sont pas trop habituées à ce genre Ouais. de termes vraiment business, parce que des fois, on n'est pas du tout dans ces termes-là. Et ben justement, la stratégie, c'est tout bête, mais c'est qu'est-ce que vous allez faire, tout bêtement. Quel est C'est se votre poser- objectif? Pourquoi vous faites ça? Et qu'est-ce que vous allez faire? Exactement. C'est juste se poser les bonnes questions, prendre des décisions et ensuite créer un plan d'action pour atteindre ses objectifs. C'est ça une stratégie. Donc après, on peut être guidé pour se poser effectivement les bonnes questions, mais c'est vraiment, et quand on est une association, je pense que c'est vraiment qu'est-ce que je fais, à qui je parle, pourquoi je le fais. Et le reste en découle. Et ensuite, on va chercher des intervenants qui justement peuvent parler de tel et tel sujet lié à ça. Quels sont les intervenants qui parlent le plus à notre audience? Quelque chose qui peut être intéressant à souligner dans un événement digital, et c'est pour ça que je choisir ces intervenants stratégiquement, c'est qu'on est quand même dans le digital, donc choisir des intervenants qui n'ont aucune présence digitale, c'est compliqué. Parce que on fait essentiellement la promotion d'un événement en ligne, et on se base beaucoup sur la collaboration avec les intervenants pour amener du monde, en fait. Et c'est pour ça qu'on monte vite dans les tours de milliers de participants. Et ça peut paraître impressionnant comme ça, mais ça va assez vite quand tout le monde s'y met, en fait, quand c'est un effort partagé. Donc, c'est aussi pour ça que on va chercher des intervenants qui ont une présence en ligne. Pas 100% des intervenants. C'est comme tout, il y a un équilibre à aller chercher. On va aller chercher pas de présence en ligne, mais qui sont reconnus dans le domaine, qui ont écrit des livres, qui sont vraiment experts sur un sujet, mais peut-être qu'ils n'ont pas de présence en ligne, et des gens qui ont plus une présence en ligne, et voilà, et on peut aller chercher l'équilibre à ce niveau-là, mais il y a plein de tips un peu comme ça pour construire quelque chose d'efficace, quoi. Bah, c'est aussi ce que je dis souvent d'ailleurs aux personnes que j'accompagne, c'est que justement les gens qui sont déjà en ligne, je parle pas forcément du coup en termes d'experts, mais de manière générale du coup, intervenant pardon, ou de manière générale, c'est que ce sont des gens qui sont déjà d'accord d'être du coup dans cette mouvance en ligne et de participer à des projets en ligne, que Ouais, ça soit tout simplement de vous regarder sur les réseaux sociaux
ou que ça soit de vous regarder en live, par exemple, comme maintenant, ou voilà, Mm. lors de votre événement à vous. Et c'est très important de parler à ces personnes-là aussi. Comme tu dis, on n'est pas obligé d'avoir que des personnes qui sont en ligne et que des personnes qui ont des très grosses communautés, parce que ça aussi, c'est un autre point. Mais justement aussi, bah, des personnes qui, justement, ont déjà cette appétence pour le digital et cette envie de développer quelque chose sur le digital, tout Mm, bêtement. exactement. Voilà. Et est-ce que tu aurais des conseils pour pas aller chercher les intervenants, mais en tout cas les convaincre un petit peu de partager avec nous cet événement, en fait? Ouais, il faut vraiment parler de son sujet avec beaucoup d'authenticité, d'intégrité. En fait, il faut vraiment partager sa vision sur l'événement, dire ce qu'on essaye de faire avec, et dire voilà qu'on veut fédérer une communauté autour de ce sujet, qu'on veut aussi se faire connaître, etc. Il faut être transparent et que on apprécierait beaucoup que voilà que ces personnes-là fassent partie de l'expérience. Il faut vraiment en parler comme une expérience collaborative en fait. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que je le dis souvent, mais la force des événements digitaux, c'est vraiment la collaboration. On n'est pas tout seul à créer un projet. On impulse un projet, si ça se dit, et on rassemble beaucoup de personnes autour, en fait. Et c'est là que ça prend tout son sens. Et c'est là que le pouvoir des événements digitaux réside. Et donc, c'est vraiment faire prendre conscience aux intervenants qu'on démarche, entre guillemets, qu'ils peuvent vraiment apporter leur contribution à l'événement. Euh, et que voilà, ça leur donne aussi de la visibilité. On peut faire un peu de promotion de voilà, leurs livres, de tout ce qu'ils font à côté. Et que c'est donnant-donnant en fait. Et voilà, quand on est pour les entreprises, on fait souvent une inscription gratuite et on absorbe le coût de production de l'événement en proposant une offre payante. Et on propose souvent aux intervenants une commission affiliée sur les ventes, c'est-à-dire que si les intervenants font la promotion de l'événement, on met en place, j'essaie de vraiment vulgariser l'affiliation, mais on met en place un lien qui a un code dedans qui permet de retracer d'où viennent les inscrits. Et si les inscrits achètent, on reverse une commission aux intervenants. Donc en général, ça encourage pas mal à faire la promotion. Mais en général, l'argent reste quand même secondaire dans ce genre de projet. Et on est vraiment dans le partage et l'envie commune de créer chose de beau, en fait, quelque chose qui intéressera beaucoup de monde et qui aura une vraie influence. Oui, Mm. tout à fait, comme tu le dis, c'est donnant-donnant. Et ça me Ouais. fait toujours penser à cette anecdote que j'aime bien raconter parce que voilà. Mais en fait, j'ai une personne qui m'avait contacté une fois pour faire un épisode de podcast, donc pour m'inviter à parler de moi dans son podcast. Mm. Et bien sûr, la personne, je la citerai pas, mais en tout cas, elle m'a dit que pour apparaître, il fallait payer. Donc voilà, c'était 30 euros, voilà, pour vous dire. Du coup, elle m'a dit comme ça qu'elle était du coup aussi à son compte et que du coup, elle avait des frais d'hébergement de podcast et de site web. Et donc, c'était pour partager les frais. Alors, si vous faites ça, forcément, vous allez faire fuir les gens, je vous le dis honnêtement, parce que même si ça vaut le coup, alors même si ça vaut le coup niveau visibilité, je pense qu'il faut quand même que ça soit un Mm. gros compte avant que, on va Ouais. dire, vraiment beaucoup de monde derrière avant que ça soit vraiment rentable. Mais surtout, pardon, comme tu le dis, on ne fait pas en première vue pour l'argent. Bien sûr, si vous voulez faire un sommet payant, il y a plusieurs moyens. Du Oui. coup, on va dire de séparer les recettes, hein. Tu parles d'affiliation, c'est peut-être un peu technique, mais si vous êtes par exemple 5 à un événement, vous divisez juste par 5 et voilà, vous faites un contrat et voilà, etc. Ça suffit largement. Mais je vous conseille, en tout cas moi personnellement, je trouve que c'est quand même très intéressant de faire des événements gratuits parce que justement dans vos associations, vous allez promouvoir du coup votre cause que vous faites et les gens vont donner naturellement. Déjà parce que hein, l'associatif, hein, tout ce qui est, on va dire, association, les gens donnent facilement parce qu'on est sur des valeurs et non sur quelque chose de moins caractérisé business que justement une entreprise, mais aussi parce que s'ils vous aiment, s'ils veulent vous soutenir, ils vont le faire de eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de quelque chose en plus. Et du coup, ça me rappelle aussi, en fait, ce que tu dis, ça me rappelle aussi beaucoup tout ce qui est stream de youtubeurs ou de personnes qui font des choses caritatives pendant un week-end, un jour, un week-end sur Twitch ou sur YouTube. Oui, oui, complètement. Ouais. 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 Du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Donc, on a parlé des outils, un petit peu, on a parlé des intervenants, du coup, en tout cas de comment
les contacter Mm. et du coup les inviter. Et aussi, vraiment, est-ce que toi, tu as en fait, on va dire, une trame pour justement donner envie aux personnes de s'inscrire, par exemple, à un tunnel assez fixe que tu proposes à tes clients pour justement, voilà, en gros résumé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement créer leur sommet virtuel. Alors, tu veux dire comment, dans la promotion, comment attirer les gens ou Oui, voilà, oui, pardon, ouais. oui, pardon. Oui, non. Pardon, oui, des fois je me perds. Oui, comment justement dans la promotion on peut justement promouvoir son sommet virtuel. Je pense du coup sur Internet, forcément. Mais voilà, quelle chose, parce que le digital, c'est pas que Instagram, c'est pas que Facebook, c'est Ouais. pas que un site web. Voilà. Non. Alors, il y a beaucoup de canaux de promotion qui sont possibles. Bien sûr, plus on en fait, plus on a de résultats. Alors après, ça dépend. Il y a des choses à faire aussi de façon stratégique parce que ça veut pas dire que on vise, ça veut pas dire que si on vise, je sais pas, 100 000 personnes ou si on touche 100 000 personnes, ça veut pas dire qu'on va avoir la moitié qui s'inscrivent ou voilà. En fait, il faut vraiment penser pertinent. Il faut vraiment réfléchir à l'audience qu'on veut et où elle passe son temps, en fait, que ce soit en ligne ou pas. Alors, ou pas, effectivement, c'est plus pour les événements en présentiel, où là, on va pouvoir aller Totalement. de la communication physique, on va dire. Pour les événements digitaux, on peut essentiellement se concentrer effectivement sur le digital. Mais le digital, ça veut aussi pouvoir dire, il y a la presse. La presse, c'est un gros levier d'acquisition quand on choisit bien. Et en général, la presse spécialisée marche bien. Donc, ça peut être tout ce qui est magazine en ligne, mais aussi magazine papier, parce que c'est des journaux nationaux, par exemple. Ça peut être la radio dans des émissions particulières. Ça peut être la télé. J'ai des clientes qui ont réussi à se faire sponsoriser par une chaîne télé l'année dernière, donc c'était un Ah, sponsor. cool. Mais elles ont eu de la visibilité en échange et elles ont eu une page de pub qui s'est passée sur cette chaîne télé nichée, qui était nichée vers leur audience. Et donc ça, c'est super en termes de visibilité. Donc la presse. Après, en tout ce qui est communication générale, donc les emails convertissent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les réseaux sociaux. Et on s'en rend pas toujours compte. On a l'impression d'écrire un peu dans le vent, etc. Et on n'a pas ce qu'on appelle les vanity metrics des réseaux sociaux. Mhm. Newsletter, on n'a pas de likes, on n'a pas de commentaires, on n'a pas ce genre de choses. Partage. Et, Mhm. et c'est fou parce que du coup, on se concentre sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de résultats que l'emailing. Donc l'emailing, c'est vraiment les emails, c'est vraiment quelque chose à aller voir. La grosse différence, c'est parce que les emails atterrissent directement dans la boîte mail des gens quand ils tombent pas dans le spam. Les réseaux sociaux, non seulement il faut que la personne voit le post au bon moment, il faut encore une fois que l'algorithme pousse le post. Enfin, il y a beaucoup de variables avec les réseaux sociaux, alors que l'emailing, on arrive dans leur boîte mail et en plus, ce sont les gens qui prennent la décision de s'inscrire. C'est pas Ok. les réseaux, c'est pas genre je m'incruste dans ton quotidien parce que j'ai mis un hashtag que tu suis, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est moins, enfin, c'est plus pertinent, quoi. Donc encore une fois, tout est dans la pertinence. Donc bon, les réseaux sociaux quand même, parce qu'on a cette proximité quand même avec les réseaux sociaux, parce qu'on peut se montrer en vidéo, parce qu'on peut s'exprimer en live, etc. C'est une Euh, vitrine. voilà. Les autres événements digitaux, ça peut être une bonne idée d'aller voir ça, ou les autres événements présentiels, hein, ou je sais pas, des grands salons qui arrivent une fois par an, des choses comme ça, qui peuvent avoir d'emails intéressantes. Ça vaut le coup d'aller voir s'il y a des opportunités, des échanges de visibilité ou des choses comme ça. La collaboration, du coup, comme j'ai dit avec les intervenants, c'est, c'est un des canaux de communication qui a le plus de retours. Alors, c'est pas compliqué à expliquer, mais l'audience des intervenants leur font confiance et comme les intervenants prennent part à cet événement, c'est tout de suite une audience qui est beaucoup plus qualifiée qu'une audience froide, entre guillemets, qui ne nous qui connaît pas les intervenants, qui a envie d'écouter le sujet, mais qui ne connaît pas trop les organisateurs, alors que l'audience des intervenants est très qualifiée.
Voilà, on peut faire de la publicité aussi pour aller chercher des nouvelles audiences. Donc ça peut être de la publicité sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être de la publicité sur Google. Ça peut être de la publicité Oui. sur des publications spécialisées aussi. Voilà, il y a plein de canaux. Je pense pas, c'est beaucoup de travail de tout faire. Et je pense qu'il faut se focaliser sur le plus pertinent pour sa cible. Donc Tout à vraiment sa cible idéale et se demander dans son quotidien où est-ce qu'elle traîne quand elle est en ligne. Est-ce qu'elle va sur les réseaux sociaux? Et si oui, qui est-ce qu'elle suit? Est-ce qu'elle suit des gens qui sont influents dans ce domaine-là, etc. Et donc à ce moment-là, aller démarcher, entre guillemets, ou engager la conversation avec ces personnes-là pour voir ce qui est possible de faire. Voilà, est-ce qu'elle regarde beaucoup ses mails? Est-ce qu'elle regarde des vidéos sur YouTube? Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube qui sont suivies? Alors, est-ce qu'à un moment, je peux faire quelque chose? C'est vraiment, il faut arriver à positionner, c'est pas toujours facile, mais il faut arriver à faire passer, en gros, sa promotion au bon moment et au bon endroit devant les bonnes personnes. Et Oui, donc, c'est pas voilà. trop facile à coordonner tout ça, ouais. Logique. Donc, si on réfléchit bien au truc, voilà. Quelque chose qui peut être très bien si on a déjà une communauté, c'est de demander directement son avis à la communauté. Et voilà, de leur dire, voilà, on travaille sur un nouveau projet. Ça nous aiderait beaucoup de savoir quelles sont vos habitudes en termes je sais pas, de consommation de contenu en ligne. Et voilà, et là, vous leur demandez quel blog ils lisent, quels journaux ils lisent, quels podcasts ils écoutent, etc. Et voilà, de demander leur avis directement aux gens, c'est important. Enfin, parce que s'il n'y a pas plus vrai, en fait. On devine pas, on demande leur avis directement aux gens. Et ça vaut aussi quand on construit le programme d'événement, par exemple. On peut leur demander à quel moment ils sont disponibles. Si c'est la semaine, le week-end, le soir, la journée, selon les publics, ça peut être très 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 différent. Donc ça peut être aussi intéressant de demander directement aux gens en fait, sans, Ouais, tout à fait. ouais, sans deviner. Mm. C'est d'ailleurs quelque chose que je suis en train de mettre en place aussi, mais faire des questionnaires ou en tout cas faire juste simplement des sondages sur les stories Instagram. Donc, si vous connaissez pas, vous avez dans la partie du coup avec les gifs et les locations, les hashtags, etc. Vous avez un truc qui s'appelle sondage et vous pouvez Mm. mettre même juste oui ou non. Et les gens, ils adorent répondre à ce genre de petites Ouais, choses. Les gens adorent qu'on leur demande leur avis. Donc, n'hésitez pas. Moi, je conseillerais aussi, d'ailleurs, en parlant de canal, du coup, d'acquisition, aussi les groupes Facebook spécialisés, parce que moi, dans mon domaine, forcément, mm. enfin, dans l'associatif, on se retrouve sur des groupes Facebook, c'est tout à fait logique. Et donc, du coup, c'est vrai de ne pas y aller forcément de but en blanc pour promouvoir son événement, mais avoir régulièrement deux, trois groupes qui sont dans votre cible et dans lesquels vous allez commenter. Alors pas forcément en donnant votre expertise à chaque fois, vous pouvez mettre un like, un truc comme super, merci beaucoup, voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas pour justement animer le groupe et que justement vous soyez pas enfin banni quoi, juste pour présenter votre événement tout Oui, simplement. Et aussi dans ces endroits-là, les gens se retrouvent avec les valeurs, donc forcément vous allez trouver euh, voilà, une audience attentive à ce que vous proposez. Je pense ouais, toujours à la danse. J'aime bien cet exemple de danse à chaque fois pour les associations, notamment culturelles ou sportives, parce que ça fait un peu les deux. Justement, la danse, il y a beaucoup de gens, j'ai vu par exemple, qui se regroupent sur des groupes de danse, des fois spécifiques, danse orientale, danse contemporaine, mais des fois aussi généraux. Voilà, mm. pardon. Et justement, voilà, c'est vraiment une audience qui est prête à ça, puisque justement, il y a tout le temps des personnes qui proposent des stages, des événements en ligne ou en présentiel, gratuits ou payants. Donc, c'est vraiment le bon endroit. Et si en plus, bah, c'est en ligne, alors là, vous avez tout bénef parce que vous avez, on va dire, je ne sais pas combien il peut y avoir de personnes, mais il y a des groupes quand même à 30 000 personnes. Mm. 30 000 personnes en ligne, ça peut être déjà un beau levier d'acquisition, Ouais. quoi. J'ai un conseil là sur les groupes Facebook, je l'avais fait pour un événement il y a un Ouais. petit où on faisait du coup pareil, la promotion dans des groupes Facebook, demander à l'administrateur, tout simplement, Ok. dans transparence, contacter l'administrateur et dites-lui voilà, j'ai ce projet. Je pense que des personnes de votre audience pourraient être intéressées et puis le faire vraiment en toute transparence et en toute honnêteté. Et en général, ils disent oui et voilà. Et au moins, on se sent moins intrusif mm, Tout à fait. Puis aussi, n'hésitez pas aussi donc du coup, dans mon cas, pour les associations en général, les mm, associations ont des groupes aussi privés, que ce soit Instagram, Facebook ou autres, des messengers, etc. Donc vraiment avec que les membres des associations.
Et si jamais ben, quelqu'un connaît quelqu'un et est d'accord d'être justement dans ces endroits-là, n'hésitez pas aussi à faire la promotion à ces moments-là, puisque je sais très bien que dans les associations, on se connaît tous un petit peu à un moment donné. Et donc, du coup, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. C'est Ouais. d'ailleurs ce que tu disais avec la communauté sur Instagram, enfin, de l'expert par exemple, hein, de l'intervenant qui justement a plus confiance en s'abonnant ou en tout cas en s'inscrivant à votre événement en ligne parce que justement enfin, l'audience connaît l'intervenant. Mm, mm. Exactement, exactement. Et voilà. Et vraiment, je pense aussi, je sais quand on parle là, ça me fait penser, mais aller chercher d'autres associations qui font des choses similaires à vous pour participer à la promotion aussi. Ça peut être des échanges de visibilité, ça veut dire que il n'y a pas d'échange financier ou quoi que ce soit. Ça peut vraiment être si tu m'aides à promouvoir mon événement, je mettrai ton logo sur tu vois, mon site. Enfin, ça peut être ce qu'on appelle du sponsoring, pas financier, du coup. C'est du mécénat, je me permets juste. Voilà. Très bien. Du coup, si s'il y a pas de, si c'est un don, voilà, sans publicité en retour, c'est du mécénat ou voilà, du don, quoi. Mais même au-delà du mécénat, c'est d'autres associations qui peuvent avoir la même taille que nous. Oui. Et c'est des échanges de visibilité, en fait. Hein. C'est de la collaboration, encore une fois. Et voilà, comment est-ce qu'on vraiment fédérer le plus de monde possible autour d'un même sujet. Et donc, voilà, quand on le fait, vraiment, je le vois, hein, quand on le fait avec bienveillance et avec authenticité, et ça marche forcément, parce qu'on en a besoin. Et justement, ça me fait penser, j'y ai pensé juste avant que tu le dises, mais tu as dit exactement ce que je voulais dire aussi. C'est que ça peut être aussi faire des partenariats, donc du coup, là, du coup, en mode soit mécénat, soit sponsoring, mais plus mécénat, c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, avec des entreprises, donc vraiment, parce que dans votre domaine, par exemple, je reprends l'exemple de la danse, vous connaissez une entreprise qui vend voilà, enfin, des habits de danse, des tutus, voilà, des chaussons, etc. Et du coup, bah, cette personne peut mettre par exemple son logo ou peut intervenir pendant votre événement. Voilà, Ouais. des choses comme ça. N'hésitez pas aussi à faire, enfin voilà, à pas rester forcément dans le monde associatif. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est de se dire que cette personne, ben, elle va, on va dire, pas payer quelque chose de sa poche, elle va juste donner de son temps pour Mm. promouvoir sa boutique de danse et que vous, en échange, vous êtes d'accord pour que tous les dons, en fait, reviennent à votre association. Ça aussi, ça peut être mis en place, ça peut être aussi un mélange entre les deux. Ouais, exactement. Tu vois, on trouve plein d'idées en parlant. Tu vois. Et juste pour un petit peu clôturer du coup ce chapitre sur les événements virtuels, après l'événement, est-ce qu'on fait des choses après, quand Ouais, c'est fini? oui, et c'est une erreur que je vois souvent, c'est qu'on fait l'événement et après, bah, c'est fini, on passe à autre chose. Et c'est dommage en fait, parce qu'on a engagé une communauté pendant, même avant l'événement, quand les gens s'inscrivent, on les engage, tu vois, on les dirige vers un groupe Facebook, on leur envoie des mails régulièrement. On a l'événement qui se passe, ou avec un peu de chance, ils sont engagés, etc. On leur a fait vivre une expérience et ensuite on les laisse tomber. Et c'est dommage parce qu'on perd vraiment une opportunité là. Donc voilà, il y a plein de choses à faire après l'événement. Ouais, et ça, c'est aussi le pouvoir un peu du digital, c'est qu'on peut réutiliser le contenu beaucoup plus facilement que le présentiel. On filme pas souvent un événement présentiel et quand on le fait, ça a un certain coût. Un événement digital, c'est digital, donc on a forcément le contenu quand on choisit de le garder. Donc on peut réutiliser le contenu. Donc soit on en fait des capsules et je sais pas, on les diffuse de temps en temps ou voilà. On peut les donner, on peut les envoyer par exemple exclusivement aux membres de son association. Ça peut constituer un genre de bonus. Ça fait de la valeur ajoutée en fait. C'est du contenu qu'on a produit et donc on peut l'utiliser comme valeur ajoutée à plusieurs endroits. On peut l'utiliser pour faire la promotion d'un nouvel événement. Euh, et surtout, en fait, c'est surtout important de rester en contact avec les participants. Et quelque chose que je conseille, c'est de pas tout de suite, par exemple, si on a une base de mail générale à qui on envoie, par exemple, une newsletter régulièrement, c'est de pas tout de suite basculer les participants dans cette newsletter et de faire comme si bah, de rien n'était et que voilà, genre l'événement est passé, maintenant je te passe ma newsletter et voilà. C'est de créer une séquence mail, donc de programmer, j'essaie de pas parler avec des mots trop techniques, mais de programmer Oui. des mails qui vont un peu faire la transition entre la fin de l'événement et ben, sa liste principale, par exemple. Et donc, en fait, ça, vous pouvez
Donc déjà, vous remerciez les gens d'avoir participé à l'événement et tout ça. Et ensuite, vous pourrez parler de votre association et dire, voilà, c'est nous qui avons organisé l'événement, voilà pourquoi on l'a fait, etc. On est super contents, on espère que ça vous a plu. On vous parle plus de notre association, de ce qu'on fait, etc. Et vous faites peut-être 3-4 mails comme ça sur 3-4 semaines, juste pour garder le lien avec les gens. Et ensuite, vous leur dites, bon, bah voilà, je vous ajoute à notre liste. Vous pouvez toujours vous désinscrire, c'est important de le mettre. Ne pas forcer les gens en fait. Et voilà, et leur dire maintenant, on vous met dans notre newsletter qu'on va vous envoyer une fois par mois pour rester en contact C'est sûr. avec notre client. Et voilà. Mais de pas faire les choses, tu vois, violemment, quoi. De faire une transition en douceur vers, voilà, vous venez de vivre cette expérience-là, et faire une transition vers, tu es un membre de notre association ou un fan de notre association, etc. Mm. Oui, d'ailleurs, ça me permet de tout ce que tu dis, juste d'ajouter aussi quelque chose, c'est que ce qui est bien avec le digital, c'est que c'est entre guillemets plus simple, entre guillemets, de pouvoir proposer des cadeaux derrière ou des bonus. Je dis ça parce que justement, en tant qu'association, on peut se dire, par exemple, toujours dans mon association de reconstitution historique, c'est que justement, nous, on fait visiter du coup un ouvrage militaire, mais en fait, donc on peut acheter en ligne les billets, et ensuite venir. Et justement, dans ce cadre-là, en fait, toutes les personnes qui sont inscrites en ligne, donc on a aussi justement mis en place voilà, une inscription à la newsletter basique, mais aussi par la suite, on sait qui est-ce qui est venu par ce biais-là, et on a proposé à un moment donné, donc c'était pendant la Covid, de faire justement une entrée, acheter une entrée offerte pour les personnes uniquement qui étaient déjà venues, Mm. parce qu'on a deux événements du coup différents dans l'année. Justement, bah, ça a beaucoup marché parce que justement, ce qui est bien avec le digital, c'est que ça vous demande pas beaucoup de moyens. Vous n'êtes pas, par exemple, obligé d'imprimer des tickets ou obligé voilà, de mettre en place des choses hyper complexes pour que justement les gens ne se trompent pas. Moi, je vais vous dire honnêtement, on utilise Eventbrite, donc il y a un site pour les billets, pour faire une billetterie en ligne, mais tout bêtement, après, il n'y a pas de QR code, il n'y a pas des trucs compliqués, c'est Ouais. juste on a une liste avec des noms, des prénoms, Mm. le nombre de places réservées et aussi nous on a pris aussi le code postal voilà, pour être un petit peu, voilà, quelque chose pour éviter qu'il y ait des gens qui se présentent Ouais. comme ça, sans rien. Et justement, voilà, ça fonctionne très bien et ça ne demande pas beaucoup voilà, de compétences techniques ou autres. Et Mm. justement, bah, aussi utiliser bah, toutes ces personnes qui sont venues à votre événement pour, alors bien sûr, par rapport à votre événement, leur donner tout ce qu'on dit donc, en tant que customer care, donc voilà, des bonus, etc. Mais aussi par la suite, euh, je sais pas, un mois après, quelque chose comme ça, vous êtes venu à notre événement. Si jamais ça vous intéresse, on en refait un deuxième, par Oui. exemple, dans 3 mois. Ouais. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, des choses comme ça aussi. C'est totalement ce que tu dis. C'est juste, voilà, rajouter un petit truc, du coup, dans votre Ouais. newsletter. Et franchement, la newsletter, je ne pourrais que dire que c'est bien. Ayez une newsletter parce que les réseaux sociaux, si jamais ça ferme, ben, vous perdez tout. Et Ouais. du coup, à ce moment-là, ça sera très intéressant d'avoir une newsletter pour au moins continuer avec les personnes ben, qui vous ont suivi, enfin qui vous suivent et qui en tout cas sont vraiment intéressées par ce que vous faites. Exactement. Mm, mm. Voilà. Ben, je vais, du coup, on va dire que c'est un peu la fin du live, même si on a commencé un peu plus tard, j'ai regardé quand même. Mais justement, ce que je voulais te proposer, c'est de présenter un peu ce que tu proposes comme prestation, notamment bah, ta formation, du coup, qui est Speak Digital, si je Oui. m'abuse. Ouais. Et justement, voilà, pour nous parler un petit peu de ce que tu fais de manière générale, parce que c'était très intéressant cet échange entre nous. Ouais. Et ben, comme je l'ai dit, effectivement, j'ai une formation en ligne qui s'appelle Speak Digital, qui permet d'organiser son événement virtuel vraiment de A à Z. Donc, de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, de la stratégie en passant par les intervenants, les sponsors ou les mécènes. Voilà, le budget, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. C'est une formation qui est très complète, qui est entièrement autonome. D'accord. Donc, on peut totalement organiser son événement avec les outils qu'il y a dedans et après, on décide de se faire accompagner ou non sur certains sujets, mais il y a des tutoriels dedans, etc. On peut organiser son événement digital seul et j'ai plein de clients qui l'ont fait, qui sont en train de se lancer maintenant, etc. et qui se sentent en confiance. Donc voilà, donc j'ai essentiellement ça. J'ai fait quelques accompagnements personnalisés qui sont vraiment très limités parce que j'ai pas beaucoup de temps, puisque j'ai Bien sûr. repris un emploi salarié en janvier. Donc je fais les deux. Mais, euh, mais voilà, c'est essentiellement ce que je propose. Donc vraiment, voilà, l'accompagnement sur la création de vidéos sous plusieurs formats, formation en ligne ou accompagnement personnalisé. D'accord.
Et ce que j'aime bien du coup dire, c'est que même si vous êtes une association et que vous nous regardez, et même si Camille s'adresse majoritairement aux entrepreneurs, c'est tout à fait possible de créer votre événement digital et de justement participer à toutes les prestations que tu proposes. La seule différence en fait avec les associations, c'est que l'offre en fait derrière la vente n'est pas vraiment une vente de chiffre d'affaires, enfin une vente qui apporte du chiffre d'affaires, mais une vente qui apporte des dons. Donc voilà, c'est juste des mots différents, mais c'est tout à fait possible et c'est tout à fait réalisable. Et d'ailleurs, on vous conseille de le faire. Ouais, exactement. Je ne dirais pas mieux. Et est-ce que tu as du coup des réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre activement? Oui, Instagram? là, ce qui s'affiche, donc Evans-du-bas, FR. Et voilà, et ma newsletter, et j'ai aussi un blog. Voilà. Oh, blog. Et oui. En plus, vous pouvez retrouver donc tous ces articles du coup qui seront en fait du coup dans la description de cette vidéo, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Et si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Voilà, on est toujours là de toute façon. C'est mieux, Mhm. je pense, sur Instagram pour toi aussi, je pense. Ou Euh, ouais, oui, oui, aussi voilà. ouais. Voilà. Voilà, sur Instagram majoritairement comme réseau social, où du coup, ben, après, je transférerai de toute façon à Camille vos questions. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live et merci beaucoup à Camille d'avoir été là malgré la Covid que tu as eue. C'est pas grave, j'ai l'univers qui s'abat sur moi en ce moment, mais tout va bien. Voilà, ça fera le charme de ce live qui était vraiment super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très très vite. Merci Ouais, Camille. salut! Salut Camille.